Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM. Aujourd'hui, l'Artsakh indépendant a 26 ans. Les Artsakhi et les Arméniens partout célèbrent cet anniversaire, mais la fête n'est pas complète car dans chaque famille de l'Artsakh, cette indépendance rappelle la perte d'un proche, militaire ou civil durant la guerre, voire même ces récentes années à la frontière, ou encore durant la guerre des 4 jours en avril 2016. La fête ne peut être totale car les grands de ce monde n'ont pas rendu encore justice à la demande de liberté des Arméniens d'Artsakh. Et il y a surtout la crainte d'une reprise des hostilités avec un Azerbaïdjan de plus en plus armé et de plus en plus déterminé à agresser l'Arménie. Nous parlerons aujourd'hui avec notre invité, le représentant de la République d'Artsakh en France, Hovhannes Kevorkian. Au-delà des célébrités, des défis de l'Artsakh, dans cette situation qu'on peut appeler mi-guerre, mi-paix. Avant, on disait ni guerre, ni paix. Et pourtant, la guerre est là. Donc, on ne peut pas parler de ni guerre. Donc, situation de mi-guerre, mi-paix, mais aussi on va parler de la démocratie à l'intérieur des territoires. Nous allons parler du développement du pays, le développement économique également, le quotidien des citoyens, mais également la situation militaire sur le terrain, le comportement des autorités azéries en Azerbaïdjan et au-delà. Nous parlerons bien entendu des négociations avec ces dernières déclarations désormais de l'ancien coprésident américain du groupe de Minsk. Et en France, il y a une série de célébrations qui auront lieu à partir du mois de novembre. Donc nous parlerons de tout cela. Mais commençons par cette extraordinaire fête, parce qu'aujourd'hui c'est une journée de fête pour l'Artsakh. Le président d'Arménie, le président de l'Artsakh, la population, la classe politique, tout le monde est là, les grandes célébrations à Stepanakert, à Chouchi, l'opéra David Sassoon, tout est là pour avoir peut-être l'air qu'on est dans une vraie fête, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir le sentiment d'avoir abouti et qu'on peut célébrer ? Alors, un très grand merci, Martin, de cette aimable invitation aujourd'hui. Si vous me permettez, je vais commencer par adresser mes vives félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour que l'indépendance de la République du Karabakh devienne une réalité absolue, que cette indépendance soit reconnue enfin par la communauté internationale et que, comme vous disiez tout à l'heure, la fête soit une véritable fête avec un sentiment d'aboutissement complet. Pour répondre à votre question, à mon sens, oui, nous avons abouti en ce qui concerne l'indépendance de la République d'Artsakh. La République d'Artsakh est un fait aujourd'hui et c'est indéniable. Et c'est un fait irréversible, sauf évidemment s'il y a une violence absolue et que cette République, avec toute sa population, est supprimée de la planète. Mais aujourd'hui, cette République est là et c'est une consécration de toutes les privations, de toutes les pertes que nous avons eues pendant les 26 dernières années. Il est évident que il y a au moins un État dans ce monde, qui s'appelle l'Azerbaïdjan, qui ne veut pas s'accommoder avec cette réalité qui dure depuis maintenant 26 ans et qui, par ses moyens, essaye d'empêcher, met des obstacles à la fois militaires, mais aussi de communication, économique ou tant d'autres, pour empêcher que cette
petite république, la plus petite république du Caucase du Sud, se développe parce qu'aujourd'hui l'enjeu est plutôt là, le renforcement économique, le renforcement de l'État du Karabakh, car l'indépendance est déjà une réalité. Alors, l'indépendance, certes, est une réalité, mais d'un point de vue arméno-arménien, et on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais vous l'avez dit, il y a un risque de guerre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir une sorte d'indication sur le niveau de risque qu'on a à faire éclater une grande guerre? Il a été dit que la guerre des 4 jours l'année dernière n'a pas eu son prolongation dans la durée parce que l'Azerbaïdjan s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan se prépare peut-être à une autre guerre. On nous parle d'un autre probable front en Nakhitchevan parce qu'il y a un entassement d'armées azéries sur place, en hommes et en armement. Est-ce que ce risque, selon les autorités du Karabakh, est élevé? Le risque d'une reprise de la guerre aujourd'hui n'est pas plus élevé qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans. Le risque existe et ce risque est constant. Une guerre, de manière générale, si on doit analyser un peu en prenant une distance, peut éclater pour plusieurs raisons. Premièrement, s'il y a l'équilibre qui est rompu. L'équilibre militaire, je veux dire, l'équilibre des forces. Si cet équilibre est rompu, il peut y avoir des tentatives de reprendre par la force ou de faire sa propre loi. Et l'Azerbaïdjan, on sait, n'hésitera pas une seconde si jamais il savait qu'il y a un déséquilibre de forces militaires sur le terrain, d'aller vers cette aventure. Deuxième possibilité de reprise de la guerre, c'est une situation, mais on l'a dit aussi, difficile, économique, sociale en Azerbaïdjan, et pour mobiliser la société azerbaïdjanaise et pour dévier son attention de cette société azerbaïdjanaise de ses difficultés sociales et économiques, le pouvoir, la dictature azérie peut être tentée de commencer ou reprendre la guerre justement pour mobiliser la population azerbaïdjanaise contre le Karabakh pour sauver en gros son pouvoir et son fauteuil. Il y a d'autres, évidemment, occasions ou possibilités qui peuvent amener l'Azerbaïdjan, le pouvoir azerbaïdjanais à tenter aller dans cette aventure, mais aujourd'hui, il n'y a pas un élément majeur qui me permette de vous dire oui, aujourd'hui par rapport à l'an dernier, le risque est plus élevé. L'entassement des forces armées en Azerbaïdjan, à mon avis... en Nakhitchevan. En Nakhitchevan, bien sûr, répond à une... Bien entendu, pour nos auditeurs, Nakhitchevan fait partie de l'Azerbaïdjan, mais qui est séparé territorialement et qui est au sud de l'Arménie et qui est proche de Yerevan, il faut le dire. Absolument. Où sont aussi placés des armements qui peuvent toucher le cœur de la capitale d'Arménie en cas d'agression massive et directement sur l'Arménie. Oui. Mais pardonnez-moi, Ovanes Kevorkian, c'est aussi peut-être un moyen de frapper le sud de l'Arménie pour empêcher le ravitaillement en armement en hommes de l'Arménie vers le Karabakh, même si on sait qu'il y a d'autres routes vers l'Arménie par le nord. Mais en tout cas, il y a quelques passages qui peuvent être bloqués par les tirs, on va dire, azerbaïdjanais depuis le Nakhitchevan. Donc le Nakhitchevan, stratégiquement, est aussi important. Certainement, mais à mon avis, il faudra l'analyser, bien entendu, sur un plan militaire et autres. Dans un premier temps, cet entassement répond à une tactique, à une stratégie de faire en sorte pour que les forces arméniennes ne soient pas uniquement concentrées sur le front du Karabakh. Et on sait très bien à quel point ces forces ne sont pas très très nombreuses pour pouvoir être partout. Et de cette manière, je crois que l'Azerbaïdjan tente d'affaiblir le front Karabakh en entassant des troupes sur le front de Nakhitchevan. Alors, je peux pas m'empêcher de vous poser la question qui concerne aussi la Turquie, parce qu'il y a eu des exercices turco-azerbaïdjanais en Nakhitchevan, et on parle même de la présence dans l'avenir proche de forces
turque en Azerbaïdjan, puisque ce sont des pays frères et des pays alliés stratégiquement. Est-ce une possibilité? Est-ce que ça implique autre chose pour l'avenir, la présence turque en Nakhitchevan, si c'est vrai? Alors, ça peut théoriquement être toujours une possibilité, on peut tout dire, on peut tout déclarer. Sauf qu'il y a dans cette situation géopolitique qui est une réalité aujourd'hui dans notre région, un pays qui s'appelle la Russie. Et la Russie est extrêmement impliquée dans cette région. Et cette Russie, et pas seulement les dernières années, a une stratégie qui est extrêmement claire, empêcher toute pénétration de l'OTAN sur les territoires que la Russie elle-même considère comme son étranger proche. La base militaire, par exemple, en Arménie, la base militaire russe, répond à cette stratégie de Russie, de Moscou, de construire un rempart contre toute éventuelle pénétration de l'OTAN dans les pays qu'ils considèrent assez proches de la Russie pour se protéger. Tant que la Turquie fait partie de l'OTAN. Tant que la Turquie fait partie de l'OTAN. Et la Turquie si ça fait change, partie de l'OTAN. Et si ça change demain? Alors là, parce que tout le monde en parle, c'est une possibilité. Les relations ne sont pas les mêmes depuis quelques années, et il y a une sorte de rapprochement turco-russe. Alors, il y a des périodes froides, il y a des périodes plus chaudes. Là, c'est un bon moment pour le réchauffement des relations. Et on se rappelle de l'histoire au début du XXe siècle. Donc, le kémalisme et le bolchevisme, aujourd'hui Erdogan et Poutine, tout est possible. Vous savez, dans l'histoire, à mon avis, la Turquie a survécu à plusieurs reprises à des catastrophes, alors que elle était l'homme malade de l'Europe. Elle était sur le banc des vaincus, mais cette Turquie a survécu parce que elle a su, par sa diplomatie, se positionner comme un rempart dans le camp occidental contre d'abord le communisme et le bolchevisme, ensuite contre la Russie. Mais avant de le faire, elle s'est alliée au bolchevisme, bien sûr, à un moment donné, avant d'aller dans l'autre camp. Bien sûr. Donc c'est ces moments-là qui sont parfois très importants. Absolument, mais ça a été toujours tactique de la part de la Turquie, et la Turquie aujourd'hui doit sa survie, à mon avis, parce qu'il a choisi le camp occidental. Le camp occidental a toujours, au moins à 2 reprises, a sauvé la Turquie de démembrement total ou de disparition totale, parce que la Turquie a choisi le camp occidental. Si la Turquie aujourd'hui changeait de camp et il y avait un revirement de 180 degrés, je pense que, honnêtement, la question dépasserait le problème du Karabakh, et il y aurait beaucoup plus d'implications et d'incertitudes dans notre région. Alors, Hovhannes Kevorkian, parlons de l'Artsakh à l'intérieur des territoires, et parlons de cette constitution dont on n'a pas beaucoup parlé ici. Pourquoi fallait-il une constitution, une nouvelle constitution, une réforme de constitution en Artsakh? Vous savez, cette question des réformes constitutionnelles ont été mises au référendum, soumis à un référendum, et la population, le peuple du Karabakh a voté pour le référendum. Ceux qui défendaient les réformes avaient comme argument ne serait-ce que deux éléments. Premier élément, en temps d'urgence, en temps de guerre, il vaut mieux avoir une concentration du pouvoir, ce qui va être le cas avec ce régime présidentiel qui va être exécutif donc à partir de 2020, et concentrer ce pouvoir dans la main d'une personne qui répond à une urgence, qui peut prendre des décisions rapidement. Ça sera évidemment au détriment des décisions qui seraient prises à travers des discussions, etc., au Parlement, mais qui seraient naturellement beaucoup plus long le processus. Là, dans le cadre de l'urgence et de cet état d'urgence qui se trouve au Karabakh, notamment depuis avril 2016, où les consciences sont plus éveillées, ce choix a été fait. Deuxième argument qui a été avancé par les défenseurs de ces réformes, c'est le renforcement des partis politiques du Karabakh, parce que les partis politiques du Karabakh, quoi qu'on dise aujourd'hui, ne sont pas très puissants. Aujourd'hui, les élections se passent parce qu'il y a un homme
qui se présente et on vote pour l'homme et pas pour la force politique, en tout cas pas pour le parti politique dans les grandes lignes, je veux dire. En 2020, seuls les partis politiques qui seront capables de présenter un candidat à la présidentielle auront le droit de participer aussi aux élections législatives. Donc cela va obliger en quelque sorte, en tout cas l'intention est ça, d'obliger les partis politiques de s'organiser ou de s'unir de telle manière pour qu'ils soient suffisamment fort préparés, qu'il y ait des projets à soumettre à la population, à la fois avec un candidat à la présidentielle, et puis ensuite, si il gagne très bien, mais s'il ne gagne pas, qu'il entre aussi au Parlement pour être opposé ou pas opposé à ce projet qu'aura gagné par le président. Alors cela nous donne l'impression que le risque est très important au Harapar. Il est vraiment très élevé, mais qu'il ne l'est pas en Arménie, parce qu'on a changé la constitution en Arménie pour aller dans le sens inverse d'une présidentialisation du régime à un régime parlementaire. Là encore, on le voit, on parlait du Nakhchivan et des risques sur Yerevan tout à l'heure. On parle souvent du Davouche. D'ailleurs, ils ont même tiré sur la délégation de l'OSCE au Davouche il y a quelques jours, les Azéris, donc comme s'il n'y avait pas de risque en Arménie et qu'en Arménie il fallait pas prendre des décisions rapidement. Donc quelle est la logique qui fait qu'en Arménie on passe au parlementarisme et au Harapar on fait l'inverse? Alors, si la question est est-ce que au Karabakh aujourd'hui il y a davantage de risques qu'en Arménie, naturellement c'est le cas. On est d'accord, oui. Mais je veux dire, l'Arménie ne manque pas de risques. Et on est passé à un régime parlementaire et on dit il faut attendre pour qu'il y ait des débats, pour décider si on réagit ou pas, alors qu'il a été dit que le Premier ministre a tous les pouvoirs pour réagir et pour avancer, parce que c'est un régime parlementaire. Même si une discussion peut venir ultérieurement dans un Parlement. Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est ça la raison, ou est-ce que, comme certains ont voulu le dire, Paco Sarkian est en train de renforcer son pouvoir au Harapar parce que il a fait 2 mandats, là il va faire un mandat intermédiaire jusqu'en 2020 et il peut avoir le droit d'être réélu probablement en 2020, peut-être pour 2 fois, donc il sera là pour bien 15-20 ans. Est-ce que ce serait pas une bonne chose pour tout le monde, pour cette belle démocratie qui est réelle, que le président ne reste pas et qu'on dise, voyez comment au Harapar, on peut changer de constitution, mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pour le pays. Alors, et naturellement, vous savez, moi aussi à mon tour, j'ai lu des articles disant que les réformes avaient pour unique objectif de reproduire le pouvoir en place, à la fois en Arménie comme au Karabakh. Les suspicions existent naturellement. Théoriquement, le président de la République actuelle peut se représenter en 2020. Théoriquement, c'est son droit, il peut décider de le faire ou pas le faire. Après, théoriquement, passer de la théorie, mais à une pratique, à une réelle candidature présentée en 2020, je crois qu'on a le temps, et personnellement, je suis de votre avis, naturellement, ça serait une bonne preuve de démocratie si les pouvoirs qui sont à l'origine même de ces réformes constitutionnelles prouvent par leur acte que finalement ces réformes n'avaient pas ou n'ont pas pour unique objectif de reproduire le pouvoir. Évidemment, ça serait une belle preuve si, en 2020, en toute démocratie, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui au Karabakh, bien entendu, avec quelques manquements qui peuvent toujours exister dans des jeunes démocraties, de nouvelles forces, de nouveaux hommes politiques surgissent et qui entrent en campagne, entrent en combat électoral ou politique. Mais d'ici là, on verra. Évidemment, cette décision ne m'appartient pas, ça appartient à l'homme qui est le président de la République aujourd'hui, lui-même décidera. Mais je suis d'accord avec vous que ça serait une belle preuve de démocratie si en 2020 il y aurait un champ libre à des nouvelles forces qui surgiraient pour la présidence, pour la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui a changé
pendant ces 26 années. Les premières années étaient très difficiles, c'était des années de guerre, ensuite c'était des années où il fallait se préparer, construire aussi non pas les habitations, mais les routes, mais aussi une vie normale, parce que comme je le disais dans mon introduction, dans chaque famille, le deuil est toujours là. Il y a un père, un frère, quelqu'un qui a disparu, donc pas facile de tout reconstruire. Donc, qu'est-ce qui a réellement changé pour dire qu'on est dans un vrai pays, certes pas reconnu internationalement, mais dans un vrai pays, sur le plan démocratique, sur le plan du développement, l'éducation, la culture. Quels sont les éléments clés de la réussite du Karabakh? Les éléments clés de la réussite du Karabakh, justement, c'est la réponse à de multiples défis qui sont aujourd'hui devant l'Artsakh et qui l'ont été depuis 26 ans. Hélas, la menace de la guerre étant toujours là depuis 26 ans, il faut faire extrêmement attention à l'armée, aux forces armées du Karabakh, et cela, on le sait très bien, se fait toujours au détriment des autres secteurs, des autres domaines où des fonds, des moyens financiers peuvent être attribués, notamment par exemple à l'éducation, la culture, le domaine social, la santé et autres domaines. Mais là où, à mon avis, le Karabakh a réussi avec ses limites dans ses moyens financiers, dans son budget, avec ce petit pays avec une démographie tout de même limitée, 150 000 personnes, c'est que le Karabakh a eu l'intention et les résultats sont là. C'est que un pays qui s'approche à un système social se met en place, un État. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, prenons l'exemple de la santé. Aujourd'hui, au Karabakh, même si l'État n'est pas surpuissant, les Artsakiotes peuvent se soigner quasi gratuitement. Et puis, il y a des catégories qui sont vraiment en totalité gratuitement, qui peuvent se soigner dans des hôpitaux qui ont été pratiquement tous reconstruits, refaits, qui sont modernes. Principalement dans la capitale. Principalement dans la capitale, évidemment, parce que c'est là où est concentré un tiers de la 35% de la population. Mais aussi, il y a un autre défi. Il ne suffit pas d'avoir des bâtiments et des équipements nécessaires. Il faut avoir aussi des spécialistes qui sont performants. Et aujourd'hui, il y a aussi ce défi devant l'Artsakh, par des formations, par des stages. Il faut qu'on forme nos personnels pour qu'ils puissent répondre à différents défis. Il faut dire que la communauté arménienne de France est un peu mobilisée sur ce volet médical en Artsakh. A beaucoup mobilisé, oui. Et pas seulement sur le volet médical. Je pense qu'on aura l'occasion de dire un grand merci à nos auditeurs, quand ils donnent de l'argent quelque part, voilà ce que vous venez de raconter sur le développement de la santé en Artsakh, qu'ils comprennent que leurs 100 euros, leurs 1000 euros, ça donne ce que vous êtes en train de raconter. Mais pas seulement dans le domaine de la santé. D'ici quelques jours, vous savez, cher Vartan, il y aura l'inauguration de ce qu'on appelle un jardin d'enfants ou l'école maternelle, là aussi financé parce que quand on parle aussi des mesures sociales aussi pour créer les conditions pour que les femmes artsakiotes puissent aller travailler, qui est dans une sérénité, il faut qu'on crée aussi des structures étant capables d'accueillir les enfants pendant une journée, mais des structures dignes. Et d'ici quelques jours, il y aura l'inauguration de cette maternelle financée par la Croix Bleue ou Rome mondiale, et des multiples, et les exemples sont multiples. Alors, Ovanes Kevorkian, la disparité et les inégalités, elles existent certainement presque dans tous les pays entre la capitale et les régions. Qu'en est-il de l'Artsakh? Est-ce que on peut dire que je ne parle pas des régions où il y a un vrai problème de dépeuplement. Donc ça, on va en parler. Mais là où dans les petits villages, est-ce que la vie s'améliore comme elle s'améliore à Stepanakert? Pas autant. À Stepanakert, aujourd'hui, vous y allez, vous disiez tout à l'heure, il y a une impression d'une paix
absolue, d'une sérénité absolue. La jeunesse sort le soir, marche dans les rues de Stepanakert d'une manière très très sereine. Il y a des terrasses, belles terrasses. Donc on n'a en aucun cas l'impression que à 50 kilomètres de la capitale Stepanakert, il y a une situation de mi-guerre ou mi-paix ou ni guerre ni paix. Et c'est là aussi le contraste que, par exemple, nos amis politiques, élus français, quand ils y vont, ils ont une image du Karabakh, une zone de conflit, et le contraste est tellement grand entre cette sérénité et cette image pacifique qu'ils sont très souvent très très surpris agréablement. Ce n'est pas naturellement, hélas, encore le cas dans les régions du Karabakh, et il faudrait une vraie politique de développement des régions dans son ensemble, dans leur ensemble, quelle que soit la région, qu'il soit proche de Stepanakert ou loin de Stepanakert, il faudrait un développement, mais pas seulement un développement d'infrastructures, parce que par-ci, par-là, avec l'aide de la diaspora, de manière générale, des dispensaires, des petits hôpitaux, les routes, les écoles ont été construites dans des écoles, dans des villages, dans des centres régionaux. Les infrastructures, aujourd'hui, on n'en est pas là. Les infrastructures plus ou moins existent, qui peuvent répondre à des besoins des populations sur place. Mais il faut aussi des usines. Il faut des usines pour donner un travail et sanctuariser la population sur place. Alors, justement, c'était la question suivante sur l'économie. Que font les autorités du Rarapar pour améliorer la situation, donner du travail? Parce que au final, la question elle est la même pour l'Arménie ou pour l'Artsakh. Il ne faut pas vider le pays. Au contraire, il faut donner l'occasion à ceux, non pas des Arméniens de Syrie seulement, ou des Arméniens de la diaspora ici et là, mais ceux qui sont partis du Rarapar et qui sont en Russie par exemple aujourd'hui, ils aient envie de retourner. Mais pour cela, en dehors de la situation aussi sécuritaire, que peuvent-ils faire au Rarapar aujourd'hui? Alors, l'État en tant que tel ne peut faire qu'une seule chose, augmenter le nombre dans la fonction publique. Mais augmenter la fonction publique, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour l'État et que c'est l'État qui rémunère, ne peut pas être indéfiniment agrandi dans le sens où l'État lui-même n'est pas richissime. Nous n'avons pas de puits de pétrole pour financer la fonction publique à 100% et avoir le plein emploi. Dans ce cadre-là, vous savez qu'il y a déjà l'armée qui est financée par l'État, et dans l'armée, la grande majorité de la population du Karabakh, civile je veux dire, trouve un travail. Je ne parle pas des militaires, civils trouvent un travail. Au service de l'armée. Au service de l'armée. L'armée est une créatrice d'emplois au Karabakh, ça c'est financé par l'État. D'autres, récemment, j'ai été au village de Mataris, et on voit que les différentes centrales hydroélectriques, stations hydroélectriques qui ont été construites au Karabakh durant les dernières années sont devenues aussi ces stations créatrices d'emplois, parce qu'à Mataris, il y a deux éléments, deux entités qui créent des emplois, c'est l'armée et la station hydraulique, parce que on avait l'impression que tout le village travaillait ou pour la station ou pour l'armée. Alors, qu'en est-il des agriculteurs? Est-ce que leurs exportations aujourd'hui peuvent être arrivent en Arménie et puis de l'Arménie vers ailleurs? On sait que l'Azerbaïdjan a contesté la présence de la vodka de l'Artsakh qui se trouvait dans un aéroport de Saint-Pétersbourg, parce que l'origine de cet alcool était fabrication du Rarapar. Oui, bien sûr, l'Azerbaïdjan conteste, et l'Azerbaïdjan le fait d'une manière régulière, presque machinalement. Dès lors il s'agit d'une production faite en Artsakh, l'Azerbaïdjan essaie de
par des sanctions, d'écraser les sociétés qui ont investi et qui produisent ces produits, ces articles, et c'est la raison pour laquelle nombre de sociétés qui existent aujourd'hui en Artsakh, qui ne sont pas des sociétés arméniennes, qui sont des investisseurs étrangers, essaient de ne pas faire beaucoup de bruit parce que ne voulant pas tout simplement chercher des ennemis avec l'Azerbaïdjan sur un plan international, non pas parce qu'ils ont peur, mais tout simplement c'est inutile pour ces sociétés. Ils sont là pour... Donc cela signifie qu'aujourd'hui, il est probable et possible, selon ce que vous dites, pour une entreprise étrangère d'investir par exemple dans l'agriculture du Rarapar, d'exporter et de faire des bénéfices. C'est le cas. C'est le cas de plusieurs entreprises et pas seulement dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, certes, il n'y a pas seulement les spiritueux, l'eau de vie, la vodka, il y a des conserves, il y a des jus de fruits qui viennent jusqu'en Allemagne où il y a une vente, il y a des grossistes qui vendent et puis c'est diffusé dans toute l'Europe, y compris en France. Donc il y a des confitures, il y a des jus fabriqués en Artsakh et sur des étiquettes on voit que c'est fabriqué en Artsakh parce que c'est marqué Artsakh avec des lettres en latin en fait. Oui. C'est déjà le cas. Il y a des exportations. Il y a aussi des doudous qui sont fabriqués en Artsakh, textiles, des manteaux, des vêtements qui sont fabriqués en Artsakh par des investisseurs étrangers. Une fois encore, on n'en parle pas beaucoup parce qu'à la demande des investisseurs même, parce que ces investisseurs, leur envie, c'est de fabriquer ça. Notre envie, c'est qu'il y ait des emplois en Artsakh et que, je sais pas, 500 ou 600 personnes vivent avec ces emplois. Alors, le tourisme, on sait que il y a une augmentation du nombre des visiteurs d'année en année, malgré la guerre. Je ne sais pas si la guerre a eu un impact ou pas, mais on nous dit qu'il y a une augmentation du nombre de visiteurs. Est-ce que ces visiteurs sont principalement de l'Arménie ou il y a aussi des visiteurs de l'étranger qui viennent en Arménie et de là en Artsakh? Alors, là, il faut relativiser parce que les annonces, moi aussi je suis ravi de voir les annonces, mais la comparaison se fait cette année 2017 par rapport à 2016. 2016, en avril, il y a eu cette guerre de 4 jours, l'offensive azerbaïdjanaise qui a fait chuter le nombre de touristes et c'est tout à fait naturel qu'un an plus tard, quand il n'y a plus de guerre, les touristes reviennent et ça fait une grosse augmentation par rapport à 2016. Mais il faut relativiser les chiffres. Et là, je dois dire que c'est parfaitement insuffisant. Parce que en Arménie, on nous annonce, on nous annonce par an 1 200 000 touristes, 260 000 touristes, 1 million, et au Rarapar, quel est le chiffre à votre avis? 17 000, 20 000 maximum 20 000. Oui. Donc 1 260 000 vient jusqu'en Arménie, jusqu'à Yerevan. Et seulement 15 000. Oui, mais attention, on ne parle pas pour l'Arménie des touristes dans le vrai sens du terme. C'est beaucoup aussi des Arméniens qui ont quitté l'Arménie à 15 ans, qui reviennent voir leur famille, etc. C'est les entrées dans le pays. C'est pas les vrais touristes. Donc c'est important. Et ceux qui rentrent en Arménie pour voir leur famille, ils n'ont pas le sentiment ou l'envie automatique d'aller faire du tourisme au Rarapar. Mais je suis d'accord avec vous, ils n'ont pas envie, mais il faut créer cette envie. Le Haut-Karabakh, on est tous fiers de dire que c'est un pays des forêts, des montagnes, qui a des paysages magnifiques, et c'est vrai, c'est le cas. Alors, pourquoi ne pas exploiter cette richesse et pourquoi aller chercher un repos, des vacances ailleurs à des milliers de kilomètres d'Arménie? On peut le faire, bien entendu, tout le monde est libre. Alors qu'on a une telle richesse au Karabakh, il faut tout simplement mettre en avant cela, donc créer une envie chez les Arméniens d'Arménie avant tout. Avant d'aller en Géorgie. Au lieu d'aller en Géorgie, ou au moins ne pas aller tous les ans en Géorgie, mais une fois sur deux aller au Karabakh. Donc il y a un vrai potentiel au Karabakh en termes de tourisme et je crois que les chiffres qu'on donne, et nous tous, moi le premier, ravi, fier que 17 000 personnes visitent le Karabakh, mais à mon humble avis, c'est loin d'être suffisant. On peut faire beaucoup mieux. Alors, on a parlé il y a plusieurs années de cela, autour de cette table,
de théâtre, par exemple. On nous disait à l'époque que les salles sont pas chauffées, c'est vieux, ça donne pas envie d'entrer. L'hiver, on se gèle en regardant une pièce. Les acteurs, il y a des craquements dedans parce que il fait très froid. Qu'en est-il aujourd'hui après tant d'années où il y a ce développement malgré tout au Rarapa? Il y a un petit mieux aller sur ce plan. De manière générale, dans le domaine culturel, c'est lent. On a tous envie que ça aille beaucoup plus vite parce que les besoins sont très importants. Mais le gouvernement répond. Et ça c'est une de mes fiertés. Vous savez que les pouvoirs actuels du Haut-Karabakh, avec tout ce besoin militaire que nous avons, avec toute critique que nous pouvons entendre, que l'armée a besoin, a raison, que l'armée a besoin davantage d'attention, que l'armée a besoin davantage d'organisation, davantage d'armes. Mais tout de même, avec tous ces besoins qui sont vitaux, tout ce qui est lié avec l'armée, il y a une volonté farouche et on trouve aussi des financements, des budgets pour consacrer à la culture, parce que c'est important. C'est presque aussi important que notre survie grâce à cette armée, que notre défense. Et sur ce plan, oui, des efforts ont été faits. Un théâtre a été inauguré l'an dernier. Cette année à Chouchi, une autre salle a été inaugurée, qui est pas un théâtre, mais qui contient une salle de théâtre où des pièces, des représentations peuvent être montées. Des musées ont été créés, ont été ouverts à Chouchi notamment, mais aussi à Stepanakert. Il y a des sites qui sont mis en valeur, des sites d'architecture ou d'autres qui sont mis en valeur. Vous disiez hier, en plein air à Chouchi, c'est devenu déjà une tradition le jour de l'indépendance du Karabakh. Il y a un opéra qui est mis en scène. C'était une première hier. David de Sasson. Il y a des opérations. On va dire des journées dédiées à la sculpture, à la peinture, qui sont à la musique classique, qui sont organisées régulièrement. En fait, ça devient des traditions. Cette semaine de la francophonie au mois de septembre. Il y a la francophonie qui fait aussi irruption, qui fait son entrée au Karabakh. Tout ceci, ce sont des signaux positifs et grâce auxquels aujourd'hui la jeunesse, surtout la jeunesse de cet Artsakh, peut un peu s'épanouir et un peu distraire, et donc ne pas penser 24 heures sur 24 à cette menace qui pèse sur eux. Parlons, Ovanis Kevorkian, de la situation sur le terrain. Tout à l'heure, je disais, l'Azerbaïdjan, c'est pas nouveau et c'est pas la première fois qu'il y a des tirs sur l'Arménie, dans la région de Davouch, à la frontière. Et là, cette fois-ci, c'était sur la délégation de l'OSCE qui fait du monitoring, donc qui fait son travail. Et au moins là, il devrait au moins faire attention à ne pas faire de bruit, à attirer l'attention. Même dans ces contextes-là, c'est presque incompréhensible qu'ils le fassent, mais ils ont tiré sur la délégation de l'OSCE au Davouch. Qu'en est-il de la frontière qui sépare l'Azerbaïdjan de l'Artsakh? La semaine dernière, il y a eu un mort, il y a des tirs tous les jours et tous les soirs. Pourquoi ça ne se calme pas? Quelle est la raison de ces tirs sur la frontière? De la provocation? De la bêtise? Provoquer une guerre, qu'est-ce que c'est? Alors, un peu le tout, en fait, tout ça, ce que vous venez de dire. Quand on parle de la frontière du Karabakh, pour vous donner cette image de ce qui est la réalité, il y a à peu près 250 kilomètres qui séparent l'Artsakh de l'Azerbaïdjan, et il faut défendre coûte que coûte ces 250 kilomètres. 250 kilomètres, il y a des postes où dans chaque poste, 10 soldats, un groupe de 10 soldats, 10 militaires est présent 24 heures sur 24, jour comme nuit, et qui veillent les uns après les autres à ce qu'il n'y ait pas d'irruption, à ce qu'il n'y ait pas de commando, à ce qu'il n'y ait pas de sabotage, à ce qu'il n'y ait pas de provocation.
Évidemment, ces postes se trouvent d'une centaine de mètres l'un de l'autre. Vous imaginez l'effort qu'il faut faire pour défendre 250 kilomètres avec 10 soldats tous les 100 mètres, les armées, et défendre donc cette frontière. Mais c'est ça la réalité. C'est pareil des deux côtés ? C'est pareil des deux côtés, bien sûr. Mais c'est ça l'effort qu'il faudrait faire, et c'est un des défis majeurs de l'Artsakh aujourd'hui. Pourquoi l'Azerbaïdjan provoque de cette manière? Pourquoi est-ce qu'il y a des tirs? Les explications vous venez de donner. Premièrement, il peut y avoir des incidents. Les soldats tirent, ce sont des tirs qui partent dans l'air, et c'est considéré comme une violation du cessez-le-feu parce qu'il y a un tir, même s'il n'y a pas nécessairement une cible. Donc ça, c'est la bêtise, si vous voulez, parce que les soldats ont 18 ans, ils ont des armes dans leurs mains. Ils s'amusent, c'est ça? Ils s'amusent pas, ça peut être des accidents, ça peut être, je sais pas, l'impression de mouvement. Oui, mais pas tous les soirs, on fait pas des tirs en l'air tous les soirs, tous les jours. La semaine dernière, c'était 2000 projectiles, des différents calibres. Non, il n'y a pas que ça, bien sûr. Voilà. Non, bien sûr. Deuxième élément, c'est que effectivement, nous avons l'impression, et j'ai la certitude en ce qui me concerne, que le pouvoir azerbaïdjanais a la volonté absolue de garder ce conflit, de ne pas pacifier la région, de refuser que la région soit pacifiée, et de cette manière, par provocation, par des tirs sporadiques de temps à autre, avec zéro résultat, c'est-à-dire il n'y a pas la frontière ne bouge pas, si vous voulez, c'est-à-dire il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu. Est-ce que ça a un impact sur les négociations? Quel est le sens politique de ce fait de garder une situation active, agitée à la frontière? Est-ce qu'on en tire un bénéfice durant la négociation pour dire que, bon, les Azéris, on vous donne ça, mais calmez-vous? Alors, je ne crois pas du tout que ça a un incident quelconque sur les négociations, mais certaines forces peuvent avoir l'impression que ça a un incident. Donc, ça peut faire partie d'une stratégie où ce n'est pas calme, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le slogan mis en avant par les pouvoirs azerbaïdjanais, c'est que il faut que l'Artsakh cède, et nous, on est prêt à faire la paix. Donc, en gros, le compromis de l'Azerbaïdjan serait pacifier la région, serait laisser les airs, mais à condition que l'Artsakh cède quelque chose. Pour moi, c'est aberrant comme position. Quelle est la réaction des forces arméniennes? Il y a de tirs de toutes sortes. Est-ce qu'on riposte? Est-ce qu'on laisse faire? Non, naturellement. Naturellement, on riposte parce qu'on ne peut pas riposter. Tout simplement, tout est... On ne peut pas ne pas riposter. On ne peut pas ne pas riposter. Mais tout est dans la réponse, en fait, dans la force de la réponse. Parce que il y a la question qui se pose. Si tac au tac vous répondez à 100%, s'il y a un tir, vous répondez à un autre tir, deux tirs, la réponse est 2 tirs, l'escalade ou l'éventualité d'une escalade est tout à fait prête, c'est-à-dire très rapidement on peut arriver à des combats ou à des opérations plus massives. Est-ce que c'est une solution? Pour nous, non. Il n'y a pas de solution parce que notre volonté, ce n'est pas de répondre, mais en même temps, ne pas du tout répondre à des provocations azerbaïdjanaises, ça pourrait être considéré ou pris par les Azerbaïdjanais comme un laissez-passer qui peuvent en fait tout faire, tout se permettre. C'est la raison pour laquelle il faut à chaque cas par cas réfléchir, quelle réponse donner, quelle est la force de la réponse. Alors justement, il y a eu cette riposte il y a quelques semaines sur des postes de l'artillerie azerbaïdjanaise qui étaient stationnés dans un village azéri. Oui. Et il y a eu des dégâts. Ilham Aliyev, il a même montré l'image d'une poupée pour montrer que les Arméniens ont tué un enfant. Après, on s'est rendu compte que cette poupée, c'était une image qui venait d'un magazine en Espagne et qu'il avait montré comme si c'était l'enfant et la poupée de l'enfant en Azerbaïdjan.
Qu'en est-il de la réalité et le risque aussi de se trouver parmi la population? Ce risque existe toujours parce que vous savez, l'armée de l'Artsakh naturellement répond, quand il riposte, aussi pour supprimer si les tirs deviennent incessants et si les tirs deviennent menaçants pour nos propres soldats et pour la vie de nos propres soldats. Et si la source, en fait, l'endroit où ces mortiers sont envoyés est intentionnellement installé dans une zone d'habitation, justement pour des raisons de propagande indignes, à mon sens, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Les conséquences peuvent être très bien là. Les forces militaires de l'Artsakh, je voudrais tout simplement souligner une chose, que ces forces militaires de l'Artsakh, dans la quasi-totalité des cas, répondent. C'est-à-dire, c'est une réaction, c'est un riposte de leur part. Donc, et c'est fait pour, en quelque sorte, garantir la paix. Parce que s'il n'y a pas cette réponse, il est vraiment fort probable qu'il y ait davantage d'escalade, de tension sur la frontière. Et c'est la raison pour laquelle que c'est presque une obligation de la part des forces militaires de l'Artsakh de répondre pour garantir cette paix. Alors, on va parler du surarmement de l'Azerbaïdjan, un armement qui les ventes ou les achats d'armes continuent. Évidemment, c'est frustrant de voir que l'allié stratégique de l'Arménie vend des armes à l'Azerbaïdjan. Surtout que la Russie, c'est un pays coprésident du groupe de Minsk, donc il y a le droit de réserve. Comment expliquer cette situation? Est-ce que la partie arménienne proteste? Parce que c'est flagrant, rien n'est caché. Il me semble, oui, que la partie arménienne proteste, mais la partie arménienne, en protestant, la situation ne change pas. La Russie vend ses armes à l'Azerbaïdjan. Il y a bien sûr quelque chose qui est contre l'éthique, naturellement, parce que vous savez que l'Union européenne, donc y compris la France, ont adopté une stratégie, une politique, c'est même interdit par des documents adoptés, par des décisions communes adoptées, que finalement aucun pays de l'Union européenne n'a le droit de livrer des armes qui peuvent servir sur le front du Karabakh, d'ailleurs ni à l'Arménie ni à l'Azerbaïdjan. Donc c'est une interdiction, c'est une décision prise par l'Union européenne. Elle est respectée? Elle est respectée. À notre connaissance, oui, elle est respectée. Il y a des armes qui sont vendues à l'Azerbaïdjan par quelques pays de l'Union européenne, mais les licences sont données, mais l'argument c'est que ces armes ne peuvent pas servir sur le front entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan parce que ce sont des armes maritimes, c'est pour la mer Caspienne. Les États-Unis font pareil, vous le savez, ont cette interdiction depuis même 1993 de vendre des armes à l'Azerbaïdjan. Il reste que la Russie qui, en tant que coprésident du groupe de Minsk, vend des armes à l'Azerbaïdjan. Mais la Russie le fait aussi avec l'Arménie. La Russie offre ou par le biais d'un prêt, donne des armes à l'Arménie. Donc la Russie a opté pour armer, en tout cas à la fois l'Arménie, mais aussi l'Azerbaïdjan. Leur argument, l'argument russe, et là, évidemment, vous savez que si la Russie, un pays souverain, a décidé de vendre des armes à l'Azerbaïdjan, les autorités du Karabakh, j'avoue que ne peuvent pas influer de telle manière pour que la Russie cesse. Nous pouvons exprimer notre désaccord, notre regret, mais au-delà de ça, bien sûr, si la Russie, ce pays souverain, a décidé de vendre des armes à la fois à l'Arménie, mais aussi à l'Azerbaïdjan, Alors on sait qu'Israël aussi vend des armes à l'Azerbaïdjan. Quels sont les autres pays qui vendent des armes à l'Azerbaïdjan? L'Ukraine, quelques armes sont venues, la Turquie, quelques armements qui viennent de la Turquie, mais principalement à 69% des armes et des armements
qu'obtient l'Azerbaïdjan provient de la Russie, 69%. Alors, on a parlé ces dernières semaines des drones suicides qui ont été achetés par l'Azerbaïdjan d'entreprises israéliennes. Il y a eu même ce scandale, cette entreprise israélienne qui, pendant les essais, a été obligée de faire des frappes sur les postes militaires arméniens. 2 techniciens au départ ont refusé de s'exécuter, mais 2 dirigeants, peut-être que les plus intéressés par le contrat de vente, ont fait des tirs sur les postes arméniens. Évidemment, c'est pas l'armée israélienne, ce sont des entreprises israéliennes, mais c'est quand même une ingérence dans une guerre. Déjà, le fait de vendre des drones, et sachant à qui ça s'adresse, c'est déjà grave, parce qu'on est dans un pays de conflit, donc quand on vend des armes à une partie, c'est qu'on sait qu'il y a des gens de l'autre partie qui vont être tués avec ces armes. Donc, comment la partie arménienne peut avoir une influence, ou est-ce qu'elle peut avoir une influence sur des sociétés israéliennes ou sur Israël d'une manière générale, parce qu'il y a d'autres armes qui sont vendues par l'État d'Israël? Alors, la situation est un peu plus grave, cher Vartan, que ce que vous décrivez, parce que ces armes et ces armements, très très souvent, y compris les drones, sont utilisés contre les civils, pas seulement contre les militaires. Donc l'Azerbaïdjan les utilise contre les civils. Et c'est là où il y a une incompréhension totale, d'autant plus que à la fois et les lois internationales, mais aussi les lois internes de l'État d'Israël l'interdisent. Là, il me semble qu'il y a une enquête qui a été ouverte au ministère de la Défense israélien et que les résultats ne sont pas là. Évidemment, on parle des articles parus dans la presse israélienne, mais si vous me permettez, on va attendre les résultats de cette enquête pour savoir ce qu'il en est. Mais une fois encore, au-delà des démarches de l'Artsakh ou de la diplomatie arménienne dans ce sens-là, la législation israélienne l'interdit, et ça doit être condamné par la législation israélienne dans la mesure où l'Arménie ou l'Artsakh n'étant pas des pays ennemis d'Israël, ces drones ne peuvent pas, ou les spécialistes israéliens ne peuvent pas participer à des opérations, même techniques, durant une guerre. Où en sommes-nous des négociations sur la question de l'Artsakh? On l'a dit tout à l'heure rapidement, on en a parlé durant toutes nos éditions d'information de ces quelques jours. Cette déclaration de Richard Hoagland, donc c'est le coprésident du groupe de Minsk, qui a quitté ses fonctions, qui a été remplacé il y a quelques jours, et en partant, il a fait un article, et il dit finalement tout ce que dit le groupe de Minsk, sur le territoire, sur le retour des réfugiés, sur la sécurité à l'avenir, sur le statut de l'Artsakh, etc. Mais pourquoi il l'a dit à ce moment-là? Est-ce que c'est pour signifier, est-ce que c'est une manière de dire à la Russie que les États-Unis sont très impliqués, on a notre mot à dire, ou est-ce que c'était un message pour dire finalement c'est tellement compliqué et sachez, je m'en vais, mais sachez que nous les Américains, voilà notre schéma, et ça va être appliqué, sinon, parce qu'il le dit, si les 2 parties ne sont pas d'accord sur les mécanismes de paix, rien ne pourra se faire. Donc quel est le message de Richard Hoagland d'avoir été, en quelque sorte, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, parce que généralement les déclarations se font à 3. Alors, la situation des négociations, honnêtement, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté dans ce processus des négociations, au moins depuis 2007, au moins. Il y a toujours les mêmes mots, il y a toujours les mêmes phrases, et vous avez remarqué justement que finalement ce qu'a dit désormais coprésident du groupe de Minsk, l'ex-coprésident américain du groupe de Minsk, ne diffère guère sur le plan des éléments qu'il a évoqués, des déclarations faites par les présidents des 3 pays, des 3 puissances, les chefs d'État en 2009, en 2010, en 2011, etc., etc. Et que très régulièrement, ces éléments sont répétés par l'un ou l'autre coprésident ou par l'ensemble des 3. Pourquoi le coprésident américain le fait?
pour une simple raison, parce que c'est devenu une tradition chez les Américains. Dès qu'un coprésident quitte ses fonctions, il donne une conférence de presse et durant cette conférence de presse rappelle sur les éléments sur lesquels ils ont travaillé durant son mandat, il a travaillé durant son mandat, et les éléments qui se trouvent sur la table de négociation. Les deux précédents coprésidents américains l'ont fait au même titre que ce dernier, M. Hoagland, avant son départ, avant qu'il quitte ses fonctions ou son mandat. Je ne pense pas qu'il faille chercher autre chose, un autre message que cela, qui était tout simplement une conférence de presse devenue une tradition où on énumère les éléments sur lesquels les coprésidents ont travaillé et vont travailler dans l'avenir. Alors, l'Arménie, elle le dit, elle le répète, est d'accord avec le contenu de ce qu'on appelle les accords ou les principes de Madrid renouvelés. Cela signifie quoi? C'est que si on est d'accord et si le président, le ministre des Affaires étrangères disent « Ah, regardez, c'est les Azéris qui ne sont pas d'accord, nous on est d'accord », c'est que tout ce qu'il y a là-dedans va s'exécuter. Si demain il y a un accord global sur ces éléments-là dans leur ensemble, y compris le retour des territoires, la partie arménienne va dire oui, on est d'accord, si on a l'indépendance, si on a la paix, si on a la sécurité, on est d'accord de donner tous ces territoires et avoir un petit couloir, mais et comme Hoagland l'a dit, qui ne va pas englober toute la Chine, mais une partie de la Chine, suffisamment large pour avoir cette liberté de circulation, et, comme on dit, basta. Alors, je vais nuancer le propos, pas nuancer, mais dire un élément, rappeler un élément, c'est que il y a une entité qu'on appelle l'Artsakh, avec une population de 150 000 personnes, et qu'on le veuille ou pas, cette entité existe. Et cette entité est une réalité avec ses pouvoirs qui sont sur place. À plusieurs reprises, les pouvoirs artsakiotes ont déclaré qu'ils n'acceptaient pas les principes de Madrid, même renouvelés. Et que ils ont déclaré, et à chaque fois, là aussi, comme le temps s'est arrêté dans le processus de négociation, on répète la même chose, il est très important que les représentants de l'Artsakh participent à l'ensemble des négociations, pas seulement à l'exécution des décisions qui auront été prises d'ici 1 an, 2 ans, 10 ans, entre les trois puissances, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et que le Haut-Karabakh doit participer, en tout cas le représentant, doit participer à l'ensemble, y compris au processus de prise de décision. Imaginez une situation où tout le monde se met d'accord autour de ces éléments de base, et que l'Artsakh, comme c'est le cas aujourd'hui, va continuer à ne pas être d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On écrase le peuple d'Artsakh pour lui faire accepter ces propositions sur lesquelles on a négocié pendant 25, 26, 27 ans ou 30 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Est-ce que écraser toute une population, c'est une solution pacifique, puisqu'on parle d'une solution exclusivement pacifique du conflit du Karabakh? Donc il n'y a pas de logique, en tout cas du point de vue... Il peut y avoir une logique, c'est-à-dire affaiblir le peuple de l'Artsakh, affaiblir son armée, affaiblir sa résistance et le mettre devant le fait accompli. Ah, ça c'est une possibilité naturellement. C'est une possibilité naturellement. Mais permettez-moi d'espérer que les autorités de la République d'Arménie, qui sont des alliés naturels de l'Artsakh, et donc nous sommes sœurs et frères, n'auraient pas l'intention d'affaiblir les autorités d'Artsakh Évidemment, je ne pensais pas aux autorités d'Arménie à affaiblir l'Artsakh, mais en même temps, les gens peuvent changer, les hommes peuvent changer. Regardez, il y avait des élections en Arménie. Imaginons un peu plus de démocratie et un peu plus de liberté le jour du vote, et que d'autres personnes viennent au pouvoir en Arménie. Alors, le régime, il n'est plus présidentiel, mais il est parlementaire. Si d'autres forces viennent au pouvoir avec
comme les Wunderbetrossion le dit par exemple, le fait de dire, bon, rendons ce qu'on peut rendre, ayons plus de paix dans cette région et prospérons au final, parce que il s'agit de développement, il s'agit pas de territoire pour certains. Oui. Donc, si les hommes changent, c'est une bien sûr, éventualité peut être plausible. ce risque existe que le pouvoir, un jour où il y a un pouvoir qui considère que se débarrasser de la question du Karabakh peut améliorer le bien-être de la population d'Arménie sur un plan économique, sur un plan social, et que céder sur le front du Karabakh réglerait tous les problèmes qu'aujourd'hui a la République d'Arménie, ça peut exister. J'entends tout simplement. Je voudrais insister sur l'élément du peuple tout de même et de la souveraineté du peuple. Finalement, à ma connaissance, l'ensemble du peuple arménien, quelle que soit sa composante, que ce soit sa composante de la République d'Arménie, de la République d'Artsakh ou de la diaspora, avalerait mal et même s'opposerait farouchement à mon avis, à une telle plan ou perspective défaitiste, ce qui a fait le peuple arménien dans son ensemble à un moment donné, il y a plus d'une décennie, en disant non à un plan qui était un plan défaitiste et qui ne correspondait pas à cette vision qu'a le peuple arménien. Aujourd'hui, j'ai la conviction que le Karabakh est sacralisé par l'ensemble du peuple arménien. Une fois encore, où qu'elle soit ce peuple arménien dans sa composante diasporique ou Arménie-Artsakh. Et c'est là où je pense que la vigilance de ce peuple sera là quand un pouvoir, quel qu'il soit ce pouvoir, a une vision qui ne correspond pas à nos aspirations. Et puis on nous dit que les Rala-Parsis sont un peu têtus. Ils sont très têtus. Alors, parlons de ce qui se passe en France, de ce que vous comptez faire en France pour propager l'idée de cette demande de justice et de paix du peuple d'Artsakh. Mais deux mots sur ce que l'Azerbaïdjan continue à faire. Dans le passé, il y a eu ce procès contre François Rochebloine, par exemple. Aujourd'hui, il y a un autre procès qui s'ouvre mardi prochain contre Élise Ducé, suite aux révélations dans l'émission Cache Investigation. Qu'en est-il de ce procès? Qu'est-ce que cherche finalement à avoir l'Azerbaïdjan? En toute honnêteté, je ne comprends pas la logique de l'État d'Azerbaïdjan. Je comprends la logique des avocats qui défendent l'État d'Azerbaïdjan parce qu'au moins ils gagnent de l'argent avec ces procès, avec ces honoraires qui sont relativement élevés. Mais perdre, ou en tout cas ne pas aboutir dans l'ensemble des procès, parce qu'il n'y a pas un procès où l'Azerbaïdjan a abouti, et continuer à s'entêter, faire des procès. Je ne comprends pas cette logique. Vous avez raison, François Rochebloine a été attaqué juridiquement, la nullité de processus et des attaques ont été prononcées. J'attends avec impatience le 5 septembre où il y aura ce procès contre deux journalistes de France 2. On verra ce que le juge décidera, mais c'est un élément sans précédent. C'est une attaque juridique sans précédent dans la mesure où un État étranger, alors que l'État français ne peut pas le faire, mais un État étranger attaque deux journalistes sur le sol français devant un tribunal français pour diffamation parce que les deux journalistes ont osé dire qu'il s'agit d'une dictature. Là, on parle dans un pays de la sacralisation de la liberté d'expression et nous savons à quel point et nous avons été témoins, au moins les dernières années, à quel point cette liberté d'expression est sacralisée ici sur le sol français. Comment tolérer ou comment comprendre que ces attaques puissent un jour ou l'autre aboutir devant les tribunaux français? C'est illogique pour moi. On verra ce que donne, quelle sera la décision du juge. On a également vu en Bulgarie
la journaliste qui a fait les révélations sur ces avions, sur ces vols diplomatiques qui étaient, et des centaines de vols de la compagnie aérienne azerbaïdjanaise qui finalement, à la place des diplomates, transportaient des armes vers les terroristes. Et donc, elle a été, il y a même en Bulgarie un procès, en tout cas une enquête qui a été demandée par l'ambassade d'Azerbaïdjan. Elle a été convoquée par la sécurité nationale de la Bulgarie et quelques heures après, elle a été virée de son travail sans avoir d'explication de la part du journal. Donc c'est une décision politique de la Bulgarie, mais qui est motivée par une influence de l'Azerbaïdjan. Elle en parle la journaliste bulgare d'une manière très transparente. Naturellement. Oui. L'Azerbaïdjan, par cette politique qui ne s'étend pas uniquement en France, je ne dis pas que l'Azerbaïdjan ne réussit pas. L'Azerbaïdjan a réussi ailleurs, mais avec toujours des efforts importants. Vous parlez de cas bulgares, je vais parler du cas de Lapchin, extradé de Biélorussie vers l'Azerbaïdjan, où il a été jugé, emprisonné, aujourd'hui en prison. On peut parler aussi de Safarov, extradé vers l'Azerbaïdjan, de la Hongrie. Ça, ce sont des décisions politiques prises par ces États qui, condamnables toujours, de mon point de vue, qui savent pertinemment ce qu'ils font, mais c'est une compromission avec un État dictatorial pour tout simplement plaire, ou en tout cas, il y a un deal entre ces États et l'Azerbaïdjan qui, à chaque fois, avec des efforts monstrueux, arrive à des petits symboles de cette manière. Là, je parlais du sol français. En France, non, l'Azerbaïdjan n'a pas réussi aujourd'hui parce que je n'avais pas comparé la France ou le niveau de la démocratie ou le niveau de la justice avec la Biélorussie ou même avec la Bulgarie. On verra. Mais j'espère tout simplement de tout cœur que, une fois encore, on peut pas accepter, on peut pas tolérer qu'un État étranger puisse piétiner déjà sur son propre sol. Et ironie du sort, il y a quelques jours, en Azerbaïdjan, l'agence de presse, la dernière agence de presse dite indépendante, a été fermée. C'est ça la réalité de l'Azerbaïdjan. Oui, mais il y a aussi une autre réalité en France, puisque le Conseil de l'Europe, c'est aussi la France. Pas parce que seulement c'est à Strasbourg, mais aussi parce qu'il y a des parlementaires français, il y a des parlementaires espagnols d'autres grandes démocraties européennes, comme l'Espagne, l'Italie et ailleurs. Et il y a la corruption. Donc d'ailleurs, le procès d'Élise Lucet est important parce qu'elle parle peut-être pas d'une manière prouvée, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des éléments qui indiquent qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, corruption. En tout cas, il y a des intérêts. Il y a des hommes politiques qui vont à Bakou. Aux États-Unis, il y a des enquêtes qui s'ouvrent des hommes politiques qui vont à Bakou parce qu'ils vont chercher de l'argent, parce qu'ils vont chercher des cadeaux. Qu'en est-il de l'Europe? Qu'en est-il du Conseil de l'Europe? Le président du Conseil parlementaire, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il est accusé de corruption. Il y a des Italiens qui sont accusés, et on parle de l'Azerbaïdjan d'une manière très claire. Mais naturellement. Donc cet élément de corruption est là. Mais l'Azerbaïdjan est un pays corrupteur. Ce n'est pas nouveau. L'Azerbaïdjan corrompt ou essaie de corrompre tous ceux qui peuvent être dans leur filet. Il y a des personnes, on va dire faibles, pour ne pas dire autre mot, qui cèdent à la tentation et donc acceptent des cadeaux, acceptent des voyages. D'autres acceptent des millions de dollars. Après, bien sûr, dès qu'il y a des suspicions, ces personnes expliquent qu'il y a eu travail fourni contre les millions ou 2 millions de c'est le cas de l'Italien. De l'Italien, absolument. Pour des projets agricoles, pour conseiller l'Azerbaïdjan sur des projets agricoles à 2 millions d'euros. Mais le fait est que l'Azerbaïdjan est un État corrupteur. Vous savez, là aussi, l'ironie du sort,
En 1992, quand l'Arménie et l'Azerbaïdjan, là je parle de l'Azerbaïdjan, ont adhéré au Conseil de l'Europe, comme c'est le cas pour tout État, l'objectif était de faire venir ces pays ex-Union soviétique dans une civilisation ou dans une culture qui est occidentale, qui est européenne, où les valeurs des droits de l'homme, la sincérité, l'honnêteté priment, la justice indépendante, l'état de droit prime, sont des priorités, sont des valeurs. Or, 25 ans plus tard, on voit que ce sont les valeurs de l'Azerbaïdjan qui, en quelque sorte, ont fait irruption dans cette Europe, ou en tout cas, pas dans les États, mais les personnes, les députés, les élus, quelques élus européens, qui, au lieu de changer l'Azerbaïdjan, eux-mêmes ont changé, et aujourd'hui, il y a des scandales les uns après les autres. Que va-t-il se passer autour des journées ou des semaines consacrées à l'Artsakh en France? Il y a un programme vaste qui a été évoqué ici et là. On sait que presque une dizaine de villes françaises ont signé des chartes d'amitié avec des régions ou des villes d'Artsakh. Est-ce que ce mouvement va se développer en France? Le mouvement se développe. Et vous savez, je crois que sur votre antenne, ça a été annoncé également, la ville d'Alfortville a l'intention avec son maire Luc Carvounas, a l'intention de signer une charte d'amitié avec une commune d'Artsakh. La ville de Dessine. Ça a été voté en conseil municipal fin juin, et tous les Arméniens alfortvillais étaient présents, et d'ailleurs aussi pour applaudir ce conseil municipal, parce que c'était quand même assez symbolique, et on sait que même au sein des institutions françaises étatiques, il y a un effort d'empêcher cet élan. Qu'il me soit permis alors sur votre antenne de remercier tous ceux qui ont voté qui ont participé à cette délibération et voté pour, car à mon sens, les chartes d'amitié de manière générale, comme leur nom indique, veulent une amitié entre les peuples, veulent ou souhaitent établir une liberté d'action, une liberté d'échange, de partage d'expériences. Et s'il y a des forces qui s'y opposent, c'est leur droit. C'est leur droit de s'y opposer, mais en tout cas, nous serons là pour défendre, à la fois juridiquement même et politiquement, le droit de l'amitié, qui est un droit qui est acquis, je crois, à tout peuple. Alors, est-ce qu'il y a d'autres villes qui vont s'ajouter à cette liste dans les mois à venir? Dessine, au mois de septembre, la maire de Dessine a l'intention de se rendre en Artsakh, au Karabakh, Madame Laurence Fautra, pour y signer une charte d'amitié. C'est une excellente chose. Avec quelle ville? Avec une petite commune qui s'appelle Kartaj. Ah, d'accord. Vous savez, au Karabakh, il n'y a pas une multitude de villes. Donc maintenant, ce sont des grands villages qui signent, des grandes communes en fait, on va dire, qui signent et qui commencent à signer. Et puis, naturellement, quand on signe des chartes d'amitié, pour que ces chartes d'amitié ne soient pas tout simplement symboliques, il y ait du contenu, il faut aussi que dans ces villes, la population de ces villes qui sont déjà sensibles à l'Artsakh, à cette lutte, que mène l'Artsakh pour sa liberté, pour les valeurs, l'Artsakh soit connu, au moins. Et c'est dans cet esprit ou dans cette logique que ces journées de l'Artsakh vont être organisées dans ces villes. Ce sont des séries de manifestations culturelles, expositions photographiques, films documentaires, expositions des dessins qui va devenir quelques mois plus tard une bande dessinée sur l'Artsakh, mais aussi des concerts par-ci, par-là vont se produire dans différentes villes, comme vous disiez, 10 villes, et dans chaque ville pendant 10 jours, et donc on aura 100 jours de l'Artsakh dans 10 villes de France. Et ça commence quand? Ça va commencer à partir du mois de novembre 2017 et ça va s'étaler sur 6 mois jusqu'au mai 2018. Très très prochainement. C'est-à-dire c'est une question d'une semaine ou maximum de 2 semaines. Nous commencerons à communiquer davantage sur les détails, sur les préparatifs de cette journée, sur le contenu de ce que différents
différentes villes accueilleront. Et je crois que toutes ces journées seront des moments festifs de partage pour qu'on fête ensemble tous voilà, cette existence de la République d'Artsakh, l'amitié qui lie le peuple français au peuple arménien dans son ensemble. Et puis cette démarche et cette conviction profonde qu'ont les élus français de défendre ces valeurs ici sur le sol français, malgré les menaces azerbaïdjanaises qui là non plus ne cessent pas, parce que je sais que la ville d'Alfortville, elle aussi, a été en quelque sorte sous les feux des avocats de l'Azerbaïdjan. Merci Hovhannes Kevorkian. Je rappelle que vous êtes le représentant de la République d'Artsakh en France. Et bon anniversaire pour Merci à nous tous. Ce 26e anniversaire de l'indépendance de l'Artsakh. C'était le 2 septembre 91. Et évidemment, nos pensées vont à tous ces Rarapartis qui sont sur place, à nos soldats qui sont, vous le rappeliez tout à l'heure, sur leur poste à la frontière qui sépare l'Artsakh de l'Azerbaïdjan pour défendre leurs familles, nos familles, notre terre. Donc merci à eux et merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Sur table. Une émission proposée par Alp FM.